les pressions des terres sur un ouvrage de soutènement. Ce sous-chapitre a pour objectif la détermination d'un certain nombre de méthodes permettant de calculer la pression des terres sur les ouvrages de soutènement. Les ouvrages dont la direction de la surface de contact ouvrage-sol ne s'éloigne pas trop de la verticale. Donc, le problème à résoudre est le suivant. Étant donné une paroi subverticale de forme quelconque, faisant partie d'un ouvrage en contact avec un massif de sol, constitué de couches différentes, et limitées par un terre-plein de forme quelconque sur lequel est appliqué un charge. On va déterminer quelle est la grandeur et la répartition des contraintes sur cette paroi. Alors que dans le cas des murs froids et équerres, des dispositions constructives sont prises pour éliminer l'influence des pressions d'eau, pour qu'on puisse évaluer les différences de pression dans le cas des écrans. Il existe plusieurs méthodes, mais on va regarder les méthodes les plus importantes. Par exemple, la méthode de Coulomb. On peut utiliser de manière analytique des valeurs pour qu'on puisse arriver à établir cette méthode de Coulomb. Dans les méthodes analytiques, on va supposer le polygone des forces de cette figure ici. On va représenter l'angle entre le vecteur G et R. Voici G ici dans les polygones de force, voici R. Et l'angle entre les deux va nous donner θ moins P'. Et l'angle epsilon entre les vecteurs J et P va nous donner epsilon qui est égal à pi sur 2 moins 100 bêta moins 100 delta. Ensuite, l'angle alpha. L'angle alpha, c'est l'angle entre P, A et R. L'angle alpha va nous donner pi sur 2 plus bêta plus delta moins delta plus phi'. Donc, comment on va réaliser cette analyse? On va tracer dans cette figure les segments de droite BF. On trace BF qui est égal à A. On trace CE qui est égal à X qui est parallèle à BF. Et ainsi la droite d'orientation. On trace la droite d'orientation et ensuite à partir de cette droite d'orientation, tracer des parallèles de B à F et par rapport à la surface de glissement choisie AC, on trace de C une parallèle à BF qui va nous donner le point E. La droite d'orientation qui passe par A forme tous trois l'angle de epsilon avec AD. Ensuite, notons que l'angle ABF, angle entre delta d'orientation et AB, va nous donner l'angle delta plus I. Ensuite, les segments AF, voici AF qui va nous donner la distance D, AE qui va nous donner la distance Y et AD qui va nous donner la valeur de B. Donc, on aura B, Y, ensuite on aura A et ensuite on aura X ici sur le schéma. On notera que les longueurs A, B et D sont des constantes, tandis que les longueurs X et Y varient avec θ. Donc, voici le schéma approprié, les différents types d'angles, la droite d'orientation, les droites qui sont parallèles par rapport à la droite d'orientation. On a la distance A, cette distance est fixe, la distance D, la distance B, ce sont toutes les distances qui sont fixes. Maintenant, il suffit de choisir par rapport aux surfaces de glissement et aux blocs rigides qu'on a à déterminer les variations de X et de Y. On a le triangle qui nous montre le polygone des forces avec la force PA, la réaction R et le poids G du massif. Maintenant, pour pouvoir appliquer cette méthode analytique, on va considérer le polygone des forces et le triangle ACE qui sont semblables. On va pouvoir regarder à partir de ces deux triangles semblables ce rapport PA sur X et ensuite G sur Y. Donc, ce qui va nous donner l'équation 3. Le point G est proportionnel au triangle ABC. Et de plus, sur le schéma, on peut déterminer le triangle ABC par rapport à la soustraction du triangle ABD moins ACE. Comme ces deux triangles ont même base B, on a comme hauteur A sin epsilon, c'est égal à X sin epsilon. On peut écrire à ce moment-là G qui est égal à 1 demi gamma B par A moins X par sin epsilon. On remplace G par sa valeur. À partir de là, on peut déterminer le PA. C'est PA qui n'est autre que 1 demi gamma B par sin epsilon multiplié par X, facteur de A moins X sur Y, ce qui donne l'équation 6. Maintenant, comme les deux triangles BDF ainsi que le triangle CDE, ce sont des triangles qui sont semblables, on peut trouver l'expression de Y en fonction de X. Donc, ce qui va nous donner pour le triangle CDE et BF
D, X sur A. Maintenant, pour le triangle CDE, on a B moins Y. Voici la distance B, la distance totale, et puis Y. B moins Y va nous donner ce côté ici. Et de même que B moins D va nous donner cette longueur ici. On fait le rapport par rapport à ces deux triangles semblables pour trouver l'équation 7. Maintenant, il suffit de trouver les paramètres des différents éléments dans l'équation 7. On peut le remplacer dans l'expression générale de PA qui nous donne 1 demi gamma B par sin epsilon par X facteur de A moins X sur A sur AB moins X facteur de B moins D. On a vu dans l'expression de PA, cette expression ne dépend plus que de X. Parce qu'on a remplacé Y par sa valeur. Dès lors, on peut déterminer la valeur de X qui correspond au maximum de PA. Il suffit de dériver cette équation et faire cette équation égale à 0 et ensuite considérer le numérateur pour qu'on puisse déterminer le maximum. Donc, dans cette expression qui nous donne 1 demi gamma B par sin epsilon par A facteur de A moins 2X par AB moins X par B moins D plus AX facteur de A moins X par B moins D sur AB moins X par B moins D au carré égale à 0. Et l'annulation du numérateur par l'expression au second degré qu'on vient de trouver va permettre de trouver l'expression X, ce qui va nous donner X sur A égale à B plus ou moins racine carrée de B moins DA. Il suffit de remplacer les X dans l'équation Y pour qu'on puisse trouver le paramètre Y qui nous donne les racines carrées de BD. En introduisant cette expression dans l'équation de PA, on va aboutir à l'expression poussée EA qui n'est autre que 1 demi gamma XM au carré sin epsilon. On peut écrire XM égale à A par 1 sur 1 plus racine carrée de D sur B en remplaçant cette valeur XM dans l'expression PA max va nous donner 1 demi gamma par sin epsilon par A carré par 1 sur 1 plus racine carrée de D sur B au carré, l'équation 14. Il reste à exprimer A, B et D en fonction des données du problème, et notamment de la hauteur H de la paroi. Donc, à partir de là, il suffit de considérer le triangle ABF, ce qui nous donne H sur cos bêta sur sin epsilon égale à D sur sin phi prime plus delta égale à A sur sin pi sur 2 moins phi prime plus bêta. Et à partir de là, on va trouver dans le triangle ABD, qui nous donne l'équation 16. On a H sur cos bêta dans l'équation 15 et H sur cos bêta dans l'équation 16. À partir de là, on peut les égaler pour qu'on puisse retrouver l'expression de Coulomb qui va nous donner l'expression de la poussée EA égale à 1 demi gamma par H carré par cos carré phi prime moins bêta sur cos carré bêta par cos bêta plus delta 1 plus racine carré de sin phi prime moins I par sin phi prime plus delta sur cos bêta moins I, cos bêta plus delta, le tout au carré. Ce qui nous donne la formule de Poncelet que nous avons utilisée la dernière fois, de demi gamma H carré par Ka. Coulomb a fait les hypothèses suivantes. La surface de glissement potentiel est un plan. La paroi de l'ouvrage de soutènement est verticale. Donc, à ce moment, la bêta est égale à 0. Le terre-plein est horizontal. Donc, l'angle I est égal à 0. L'ouvrage de soutènement est parfaitement lisse. L'angle delta est égal à 0. La poussée est horizontale. Dans ces conditions-là, l'expression déjà connue du coefficient de poussée qu'on a déterminé, Ka égale à tangente carrée, puis sur 4 moins 5 phi sur 2.